Après le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis annoncent à leur tour l'envoi de chars de combat en Ukraine. Ils estiment que sans renfort militaire, Kiev ne pourra pas gagner la guerre. Est-ce qu'ils ont raison? En tout cas, ça c'est leur décision souveraine. La question qui nous est posée, c'est est-ce que la France doit faire la même chose ou pas? La première question, c'est est-ce qu'ils ont raison de le faire eux? Et on en viendra, Mais si moi, vous voulez bien, à la France après. il m'appartient pas, si vous voulez, de commenter la politique extérieure et la politique militaire d'autres États. Alors, Donc, il faut tout faire pour que l'Ukraine gagne cette guerre. mais justement, ça pose la question de quels sont les objectifs militaires et stratégiques que nous avons en Ukraine. Est-ce que l'on pense que la victoire et la paix, elle sera le résultat d'une victoire militaire face à une puissance qui est une puissance nucléaire? Personnellement, je ne le crois pas. C'est-à-dire que vous pensez que l'Ukraine ne pourra pas gagner et vous ne souhaitez pas qu'elle Mais gagne? d'abord, ça voudrait dire qu'est-ce que ça veut dire gagner? La première question, ce serait ça. Ça veut dire chasser les troupes russes du territoire ukrainien, c'est ça? Est-ce que la Russie, puissance militaire et puissance nucléaire, est capable d'accepter une défaite militaire? Je n'en suis pas certain. C'est pas que je ne le souhaite pas, c'est que je me pose cette question-là et je regarde notre responsabilité. Et je pense que notre responsabilité, c'est que, bien évidemment, il faut aider les Ukrainiens à se défendre, mais il faut aussi continuer à travailler une solution qui soit une solution diplomatique pour arriver à la paix dans les délais les plus rapides Mais possibles. vous dites sur l'aspect militaire, de toute façon, l'Ukraine n'y arrivera pas. L'Ukraine n'arrivera pas à chasser l'armée russe de son territoire? Honnêtement, c'est des sujets qui sont des sujets difficiles, sensibles, donc je veux faire attention à ce que je dis, mais je suis pas en train de vous dire que l'Ukraine ne peut pas gagner, je suis en train de poser la question de savoir si on pense qu'une puissance nucléaire comme la Russie est prête à accepter une défaite militaire. Je pense que c'est quand même une question qu'on peut se poser. Je n'en suis pas certain. La position de la Russie, on la connaît pas. En tout cas, on ne sait pas ce qu'elle va advenir. Mais vous dites l'objectif, c'est que l'Ukraine, qu'on en finisse avec ce conflit. Est-ce que la France doit envoyer des chars Leclerc à l'Ukraine pour l'aider à se défendre? Alors voilà, ça c'est la vraie question. Alors moi j'ai plusieurs choses à dire sur ce sujet. Premièrement, je pense que si on devait prendre une telle décision, on ne peut pas le faire sans un débat à l'Assemblée nationale, parce que je pense que c'est une montée en puissance du niveau d'armement qu'on fournirait aux Ukrainiens qui nécessite à minima un débat démocratique. J'ai entendu le ministre Lecornu hier dire que ça pourrait être, que c'était pas tabou, mais que ça pourrait être une forme de cadeau empoisonné. Parce que c'est un peu technique, mais les chars français, en l'occurrence, sont pas forcément adaptés et les troupes ukrainiennes sont pas forcément entraînées, n'ont pas forcément les formations pour les utiliser. L'Ukraine, a priori, ne demande pas les chars français, les chars nucléaires. Oui. Donc, je suis pas certain que ça soit la bonne décision de le faire. Et si on devait en arriver là, je pense que ça nécessiterait un débat démocratique à l'Assemblée nationale pour qu'on dispose des informations stratégiques, militaires, qui nous permettent de pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. La position de la France insoumise aujourd'hui, elle n'est pas fixée? Non, pour une raison simple, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est que je vous disais tout à l'heure, c'est une question qui est une question compliquée et ça nécessite d'avoir un certain nombre d'informations qui sont des informations qui sont pas révélées au grand public aujourd'hui. Et donc il est légitime qu'on puisse dire, avant de pouvoir prendre une décision sur ce sujet, il faut qu'on puisse avoir un débat à l'Assemblée nationale. Est-ce que le départ des Russes d'Ukraine est une condition pour la paix? Ah ça c'est évident. Les deux conditions de mon point de vue pour la paix, c'est le maintien, la garantie ou le retour à l'intégrité territoriale ukrainienne. Y compris la Crimée? Ça, c'est une question compliquée parce qu'il y avait un processus, il y avait un accord qui avait été passé, c'était les accords de Minsk qui posaient un certain nombre de conditions sur la Crimée. Il y avait une feuille de route en quelque sorte pour sortir de ce conflit. Je pense que tout ça doit forcément être renégocié. Mais la condition, c'est l'intégrité territoriale ukrainienne et des conditions collectives de la sécurité pour chacun. C'est ça qui doit être discuté, c'est ça qui doit être au cœur des négociations pour la paix. Aujourd'hui, le président Zelensky demande aussi des missiles de longue portée, des avions de combat. Jean-Luc Mélenchon, depuis le début de la guerre, dit qu'il ne faut pas envoyer d'armes aux Ukrainiens. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Si. Non, vraiment, Si vous étiez au pouvoir, vous lui enverrez des armes? Non, ce que je crois, a dit Jean-Luc Mélenchon, premièrement, c'est que c'est des questions qui ne nécessitent pas forcément d'en faire une publicité, de donner toutes les informations sur ce qu'on va livrer et ce qu'on va pas livrer, tout simplement parce qu'il faut garantir la sécurité de nos approvisionnements. Donc il faut faire un petit peu attention avec ce sujet. Premièrement, deuxièmement, que c'est illusoire de considérer que la solution à ce conflit, à cette guerre, ne soit que militaire. Je pense que c'est une erreur de faire ça. Et il faut faire attention aux effets d'annonce.
France. Parce qu'on peut venir sur des plateaux de télé et dire il faut livrer des chars, la France doit livrer des chars, mais si c'est des chars qui sont un boulet pour les troupes ukrainiennes parce qu'elles ne sont pas en capacité de les utiliser, elles sont mal formées, on fait un effet d'annonce, mais qui n'a aucun résultat concret sur le terrain d'un point de vue opérationnel. Il faut, Manuel Bompard, dialoguer avec Vladimir Poutine aujourd'hui? Enfin, obligatoirement, si vous voulez arriver à la paix, vous êtes obligé de discuter avec la personne avec qui vous voulez conclure la paix. Sinon, c'est impossible d'aller. Ce qu'on a fixé ici, je pense. Donc le retrait, d'abord les Russes doivent se retirer. C'est une condition de mon point de vue. Moi, je suis pas à la manœuvre de ces négociations. Et donc, comme les Russes aujourd'hui ne se retirent pas, il ne faut pas qu'il y ait de dialogue pour l'instant. Non. Et est-ce qu'il y a une condition préalable? Non, mais il faut qu'il y ait un dialogue sans préalable. Mais ce dialogue ne pourra aboutir sur une solution de paix acceptée par tous que si cette solution contient le retrait des troupes russes du territoire ukrainien. La réforme des retraites à présent, Manuel Bompard, la prochaine mobilisation des syndicats, c'est la semaine prochaine, le 31. Mardi, l'intersyndicale appelle à multiplier les actions. La CGT en particulier veut multiplier les actions, les grèves. Il y en a aujourd'hui dans le secteur de l'énergie, dans les raffineries. Est-ce que vous êtes sur la même ligne? Est-ce que vous appelez à la grève partout où c'est possible et tout le temps? Oui, enfin... Il faut être très clair, c'est facile de dire ça sur un plateau de télévision, c'est les salariés qui décident de leur forme d'action. Mais en tout cas, il faut une extension du conflit. Je le crois, oui, pour gagner. Et je pense qu'il faut étendre le conflit. Ça veut dire être plus nombreux encore dans la rue mardi. Et donc, je profite de ce micro pour appeler toutes celles et ceux qui nous écoutent à se mobiliser mardi, parce que c'est très important qu'on soit plus nombreux que jeudi dernier. Et puis, à chaque fois que les salariés décident de rentrer dans un mouvement de grève, bien évidemment, nous les soutiendrons. Mais ça veut dire que c'est dans la rue que ça se joue? Je crois, oui. Vous pensez que c'est la rue qui doit faire plier Emmanuel Macron? Je le pense, oui, pour une raison très simple, c'est que le gouvernement a choisi une méthode de discussion à l'Assemblée. Que vous êtes qui dit ça. Mais oui, mais je vais vous dire les choses. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le gouvernement a choisi une méthode de discussion à l'Assemblée nationale qui s'appelle, c'est un peu technique, l'article 47.1. C'est un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificative qui fait que, au-delà de 50 jours de débat à l'Assemblée nationale, si on n'est pas arrivé au vote, le gouvernement peut légiférer par ordonnance. Oui, donc vous voyez, qui est dans la Constitution. Oui, d'accord, mais c'est un détournement de la Constitution. Un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificative, ça a été introduit pour dire que si on a besoin de modifier un budget qui a été adopté à la fin de l'année parce qu'il y a une variation des paramètres économiques, on peut le faire. C'est pas fait pour y glisser à l'intérieur un cavalier social qui est une réforme des retraites, qui est un sujet tellement important que ça nécessite un projet de loi à part entière. S'il était passé par le 49.3, ce serait aussi, pour reprendre votre expression, un détournement de la Constitution? Non, ce qui est un détournement de la Constitution, c'est utiliser un projet de loi... Donc vous auriez préféré un 49.3 finalement? Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que la méthode qu'utilise le gouvernement aujourd'hui est effectivement, de mon point de vue, un détournement de la Constitution et une volonté de nous empêcher d'en débattre. Pour le reste, l'article 49.3, il fait partie de la Constitution, je ne le conteste pas. Pour autant, j'y suis opposé. J'y suis opposé. L'article 49.3, j'y suis opposé parce que je considère que c'est un passage en force. Votre question, c'était à quoi ça sert à l'Assemblée nationale? On va mener le débat. On va essayer de mettre en défaut, en difficulté le gouvernement. On va proposer des projets alternatifs. Ouais. Mais effectivement, je pense que pour gagner, il faut que ça se passera par la mobilisation la plus large possible de la population. Sur votre stratégie à l'Assemblée nationale, on va y venir dans un instant. Le fil info tout d'abord. À 8h41, Maureen Suignard. L'Ukraine dit avoir abattu 24 drones russes pendant la nuit. Au lendemain des annonces des Occidentaux, 77 chars de combat seront bientôt envoyés à Kiev. Pas d'engin français pour le moment. Le président ukrainien demande aussi des missiles longue portée et des avions de combat. Appel à la grève dans les raffineries, les centrales électriques, les ports et les docks aujourd'hui à l'appel de la CGT. Mouvement contre la réforme des retraites avant la journée interprofessionnelle mardi prochain. Dernier jour aussi pour les députés pour déposer des amendements au texte. Les services publics difficilement accessibles par téléphone, c'est ce que dénonce l'association 60 millions de consommateurs. La moitié des appels vers la CAF n'aboutissent pas, 72% de ceux vers l'assurance maladie, ce qui creuse les inégalités pour ceux qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne sont pas à l'aise avec cette technologie. J'ai été très surpris, très heureux, touché et ému. La réaction sur France Info du franco-syrien Riyad Satouf, auteur de la BD L'Arabe du futur. Il décroche le Grand Prix d'Angoulême, le prix le plus prestigieux de bande dessinée au monde. France Info.
Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. La rue plutôt que l'Assemblée pour faire plier le gouvernement, c'est ce que vous disiez avant les titres. Mais votre groupe a décidé de déposer une motion de rejet préalable. Si elle était adoptée, elle entraînerait l'arrêt immédiat de l'examen du texte et le texte partirait directement au Sénat. Est-ce que vous demandez à tous les députés de l'opposition de voter cette motion ? Moi, je demande à tous les députés, quels qu'ils soient, s'ils sont pas d'accord avec le projet de loi sur les retraites, d'utiliser les moyens législatifs pour le rejeter. Et donc là, en l'occurrence, il y a deux motions, pour préciser ce que vous êtes en train de dire. Nous avons déposé deux motions, une motion de rejet et ce qu'on appelle une motion référendaire, c'est-à-dire que si cette motion était votée, le texte serait soumis à référendum. Donc ça s'adresse à l'ensemble des députés, pas seulement d'ailleurs ceux de l'opposition. J'ai observé ces derniers jours qu'un certain nombre de députés de la minorité présidentielle disent qu'ils sont pas d'accord avec le projet de loi du gouvernement sur les retraites. Donc je les invite à voter aussi ces motions. Mais sur la motion de rejet, la première, Jordan Bardella, le président du RN, dit on est prêt à la voter. Mais c'est son choix. Vous êtes bienvenu. Que je vous dise, Votez avec nous. Mais non, mais je tiens pas le doigt des députés du Rassemblement national quand ils vont prendre leurs décisions. Donc moi, quand on utilise un moyen qui s'appelle une motion de rejet, on s'adresse à l'ensemble des députés, quels qu'ils soient, et on essaye d'avoir une majorité de députés. Vous avez vu sur d'autres textes être beaucoup plus frileux avec le soutien du Rassemblement national. Une coalition NUP-RN pour faire tomber la réforme des retraites, ça vous semble pas hors de propos? Je vois bien. Ça ne vous semblerait pas hors de propos? Non, Attendez, j'ai pas fini ma question. J'ai compris que vous n'avez pas fini votre question, mais votre question elle-même contient déjà une vision idéologique que je ne partage pas. Quelle est la vision idéologique de cette question? Je vais vous demander expliquer. Si les voix du RN sont les bienvenues pour faire tomber la réforme. Je vais vous expliquer. Vous n'avez pas dit ça, vous avez parlé d'une coalition. Une coalition, ça veut dire qu'on se met d'accord sur un projet alternatif. Il n'y a pas de projet alternatif commun possible entre la NUPES et le Rassemblement national. Donc il n'y a aucune coalition possible entre le Rassemblement national et la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Par contre, il y a des outils législatifs, notamment il y en a un qui s'appelle la motion de rejet que nous déposons. Et si nous la déposons, c'est parce que nous espérons qu'elle soit adoptée. Et donc toutes celles et ceux qui veulent la voter, la voteront. C'est comme ça. Pardon, c'est la Manuel Bompard, mais on a vu que par le passé, une motion de censure où le RN avait voté à vos côtés, ça avait créé quelques remous au sein même de la NUPES. Là, vous dites, banco, si le RN veut voter notre motion de rejet. C'est pas ce que j'ai dit. On accepte. Mais j'ai dit que tous les députés pouvaient. Vous voulez que je vous dise quoi? Qu'il y a 89 députés à l'Assemblée nationale qui doivent pas voter, qui doivent pas prendre des positions. Je suis pas responsable du fait qu'ils soient là. C'est plutôt d'ailleurs les députés et le gouvernement et les macronistes qui sont plutôt responsables de leur présence puisqu'ils ont été incapables au deuxième tour des élections législatives de prendre des décisions claires. Donc c'est pas ma responsabilité à moi. Maintenant ils sont là. Il y a une motion de rejet. Si je la dépose, c'est avec l'objectif qu'elle puisse être adoptée. Pour le reste, c'est pour ça que je vois bien après ce qu'on va essayer de raconter comme histoire. Donc c'est pour ça que je vous précisais les choses sur cette question de la coalition. Je remarque qu'il y a des formes d'indignation à géométrie variable sur ce sujet. Parce que par exemple, quand l'Assemblée nationale adopte il y a quelques semaines une loi pour pénaliser les locataires qui ont des impayés de loyer, c'est voté par les macronistes et le Rassemblement national. Et personne n'en parle. Et ça ne pose de problème à personne. Donc je dis attention sur ce sujet. Mon objectif, c'est le retrait de la réforme des retraites. Et j'utiliserai tous les moyens législatifs pour l'obtenir. Manuel Bompard, l'un de vos arguments pour contrer la réforme des retraites, c'est qu'elle serait donc une réforme anti-femmes. Les femmes seraient les grandes perdantes des nouvelles règles. Qu'est-ce qui vous gêne le plus dans la réforme par rapport aux femmes ? Tout simplement que c'est d'ailleurs l'étude d'impact qui a été publiée lundi par le gouvernement le démontre, c'est celles qui vont être les plus impactées par l'augmentation de l'âge de départ réel effectif à la retraite. Pour les femmes nées dans la génération de 1980, elles vont voir leur temps de travail, leur temps au travail augmenter de 8 mois, les femmes, alors que les hommes nés dans la même génération verront leur temps augmenter seulement de 4 mois. Donc c'est évident, c'est une réforme qui va impacter encore davantage, qui va impacter tout le monde, attention, mais qui va impacter encore davantage les femmes que les hommes. Donc la même étude, Manuel Bompard, la même étude d'impact dont vous parliez il y a un instant, dit aussi que les pensions des femmes augmenteront plus que celle des hommes. Heureusement, puisqu'elles vont travailler plus longtemps. Ouais, et que 60% des bénéficiaires de la pension minimum à 1 200 € seront aussi des femmes. Très bien, Marc Fauvel, mais je ne sais pas si vous savez qu'aujourd'hui, les pensions des femmes sont en moyenne de 40%. 40% inférieures avant les pensions de réversion à celles des hommes. Avant les pensions de réversion, et je crois que c'est 25 ou 26%. Si on ajoute les pensions de réversion. Donc il y a une inégalité qui est une inégalité criante. Mais qui existe déjà aujourd'hui. Bien évidemment. Ouais. Et donc la question qui est posée, c'est comment on fait en sorte de la corriger.
pas en mettant en place une réforme qui va faire travailler les femmes plus longtemps. En tout cas, et pour le reste, parce que par ailleurs je veux l'ajouter également, quand vous prenez des chiffres qui disent les pensions vont augmenter, c'est un biais mathématique, parce qu'en vérité le temps effectif à la retraite, lui, va baisser. Donc si vous prenez les pensions moyennes sur une année, elles vont peut-être légèrement augmenter. Mais si vous prenez toutes les pensions qui vont être reçues pendant toute la période de la retraite, elles vont diminuer puisqu'on va rester moins longtemps à la retraite. Ah oui, c'est ça la question qui est posée. Donc cette réforme est une réforme injuste, elle va frapper en priorité les femmes. Elle va frapper en priorité celles et ceux qui commencent à travailler le plus tôt, les plus précaires, les plus pauvres, 5% des plus pauvres ont une espérance de vie en moyenne de 13 ans inférieure. Mais face au point noir que vous soulevez là, quelle sera votre attitude à l'Assemblée? Est-ce que vous promettez de l'obstruction avec des milliers d'amendements, comme le dit Mathilde Panot, la présidente de votre groupe, ou alors vous dites comme François Ruffin, Clémentine Autain, non, on va essayer de faire avancer le texte? Non, on est tous d'accord et ne cherchez pas à introduire une divergence. Mathilde Panot a parlé avant les vacances de Noël parce qu'on ne savait pas quel était le véhicule. Attendez, laissez-moi terminer. On ne savait pas quel véhicule législatif allait être utilisé, que dans l'hypothèse d'un projet de loi classique, donc dans lesquels les délais d'examen à l'Assemblée nationale ne sont pas contraints, nous déposerions le plus d'amendements possible pour faire en sorte que la discussion parlementaire dure le plus longtemps possible. Merci au gouvernement d'avoir choisi ce véhicule législatif-là, parce que ça va permettre de faire du fond à l'Assemblée nationale plutôt que de changer des virgules avec des amendements. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que vous dites on ne connaissait pas le véhicule législatif, maintenant qu'on le connaît, on a décidé de faire... que je vais remercier le gouvernement de nous accorder... l'humour, vous avez bien vu. Vous croyez que je vais remercier le gouvernement? Mais du coup, on va pouvoir faire du fond de nous accorder gentiment 10 jours de séance à l'Assemblée nationale pour discuter de ce texte? Non mais sincèrement, vous trouvez que c'est sérieux qu'un projet de loi aussi important que la question des retraites, qui est quand même une question qui a toujours été très importante en France, qui a généré des mobilisations sociales d'ampleur, vous trouvez ça sérieux qu'on ait le droit d'avoir 10 jours de débat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur ce sujet, et vous allez venir me voir et me dire mais c'est parce que vous allez déposer trop d'amendements? Nous on va déposer autant d'amendements que nécessaire pour présenter des propositions alternatives, la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation, pour relayer les revendications des organisations syndicales puisque manifestement le gouvernement ne les entend pas, et ceux qui bloquent et qui empêchent le débat parlementaire aujourd'hui, c'est le gouvernement parce qu'il utilise une méthode de débat à l'Assemblée nationale qui nous empêche de débattre sereinement de ce sujet. Donc c'est eux qui sont responsables d'une situation de blocage s'il y en a une. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise et l'invité de France Info, il est 8h50. Le fil info, Maureen Suignard. Un homme de 25 ans d'origine marocaine en situation irrégulière arrêté en Espagne, soupçonné d'avoir tué un sacristain hier dans une église. Une attaque à la machette, un curé a aussi été gravement blessé. Une enquête pour des faits présumés de terrorisme est ouverte. La France va-t-elle livrer des chars de combat à Kiev? Cela ne peut pas se faire sans débat à l'Assemblée nationale, juge Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise et l'invité de France Info. Hier, les Occidentaux, notamment l'Allemagne et les États-Unis, ont annoncé la livraison de 77 chars de ce type à Kiev pour combattre Moscou. La France compte désormais 44 réacteurs nucléaires en fonctionnement sur 56. Le réacteur numéro 1 de Civaux dans la Vienne vient d'être reconnecté au réseau électrique. Il était arrêté depuis l'été 2021 en raison d'un problème de corrosion. Donald Trump va pouvoir revenir sur Facebook et Instagram. L'ancien président américain avait été banni après l'assaut de ses partisans contre le Congrès il y a maintenant 2 ans. Le public doit pouvoir entendre ce que les personnalités politiques disent afin de pouvoir faire des choix éclairés, justifie la maison mère Meta. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Avec Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, une déclaration de Marine Tondelier, la patronne des écologistes, a fait beaucoup de bruit il y a quelques jours. Elle disait vouloir une France sans milliardaires. Est-ce que c'est votre position aussi? Je crois qu'elle a raison, ouais, bien sûr. Moi, je considère, si vous voulez, que dans un pays dans lequel il y a 10 millions de pauvres, 12 millions de personnes qui vivent dans des situations de précarité énergétique, qui n'arrivent pas à se chauffer, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à se soigner dans des bonnes conditions. Être milliardaire en France aujourd'hui, c'est immoral. C'est immoral. Il en faut pas du tout? Je pense que il faut, il en faut pas du tout. C'est que le gouvernement, l'État doit mettre en place des politiques de redistribution des richesses pour faire en sorte que les richesses qui sont accumulées aujourd'hui dans un nombre de poches toujours plus réduites soient partagées pour le plus grand nombre. La fortune des milliardaires français, rapport publié par l'ONG Oxfam il y a une dizaine de jours,
a augmenté, je crois, de 60% depuis 2020. Oui. Bon, Ça vous pouvez inclut trouver les ça. actions des entreprises Mais- qui le possèdent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'argent qu'ils ont dans la. Mais vous la pouvez poche. trouver ça, Dans la poche, vous pouvez trouver ça normal et moral si vous voulez. J'ai pas dit ça. J'ai dit ça inclut les actions des entreprises je qu'ils parle pas possèdent. seulement à C'est vous, une je parle aux information gens qui nous complémentaire. écoutent. Mais moi, personnellement, je trouve ça immoral. Et personnellement, je me sentirais pas à l'aise de vivre avec une telle accumulation de richesses, alors que je sais que dans ce pays, il y a des gens qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, tout simplement. Alors, et donc, la on a- responsabilité des responsables politiques, c'est pas seulement de le dénoncer, c'est de mettre en place des politiques de redistribution des richesses comme celles que l'on défend. Sauf que quand on interroge Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, à ce qu'a dit justement Marine Tondelier, on voit que sa réflexion n'est pas du tout la même que la vôtre. On l'écoute tout de suite. Certaines personnes très fortunées ont créé des entreprises, dans le luxe par exemple, ont créé des dizaines de milliers d'emplois, souvent des emplois bien qualifiés, pour avoir un travail bien rémunéré. C'est pas moi qui vais les créer depuis mon bureau de Bercy. C'est les entrepreneurs, c'est ceux qui prennent des risques. C'est eux qui permettent au pays d'avoir de la créativité, d'avoir de la prospérité. Il crée la prospérité du pays. C'est Bah ce moi, que je dit vais vous Bruno dire Le Maire. Il quelque crée chose. les emplois. Je vais vous dire quelque chose. Je connais des entreprises qui fonctionnent sans patron. Ça existe. Ça s'appelle des coopératives. Il y en a. Il y a une coopérative qui a été une reprise pour fabriquer du thé dans le sud. C'était les ex-Fralib. Il y a une coopérative pour produire des masques. Mais enfin, c'est pas la majorité des. Donc je connais des entreprises en France. entreprises qui fonctionnent sans patron. Par contre, je connais aucune entreprise qui fonctionne sans travailleurs et sans salariés. Vous voyez. Donc celles et ceux qui produisent les richesses, c'est d'abord ceux qui donnent leur force de travail. Ça, c'est ceux qui produisent les richesses. Premièrement, deuxièmement. Bien sûr qu'il y a des gens qui jouent un rôle particulier, etc. Mais est-ce que vous considérez qu'il y a une personne dans ce pays qui vaut 1000, 10 000, 100 000 fois de plus qu'une autre personne et qui donc mérite d'avoir des rémunérations qui sont 100 000, 10 000 ou 100 000 fois plus importantes que d'autres personnes? Je ne le crois pas, tout simplement. Alors j'ai entendu, suite aux propos de Marine Tondelier, le problème, c'est pas qu'il y a trop de milliardaires. Le problème, c'est qu'il y a trop de pauvres. Très bien, mais il y a un lien entre les deux, quand même. C'est Quand il n'y l'accumulation aura des plus de richesses. milliardaires en France, il n'y aura plus de pauvres. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est une question. Ouais, Je suis en ouais, train de vous comprends. dire, je suis en train de vous dire que le partage de la richesse, la redistribution de la richesse, ça permet de faire en sorte que les richesses ne s'accumulent pas dans quelques petites poches d'une petite minorité de milliardaires et qu'elles soient partagées auprès du plus grand nombre. On va parler d'un autre patron à présent, Manuel Bompard, le vôtre, Jean-Luc patron. Mélenchon. J'ai pas de Est-ce patron, qu'il moi. doit... Vous n'avez pas de patron? Non, il n'y a pas de patron à la France Insoumise. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui est bien évidemment une figure incontournable, une C'est pas référence lui qui décide aujourd'hui. idéologique. Sur quoi? Ça dépend sur quoi? Sur vous, par exemple, sur Non, sur moi, non. l'organisation du Sur moi, parti. non, sur c'est pas- l'organisation c'est du pas parti, Jean-Luc. sur la stratégie. Vous pensez que la personne que vous avez en face de vous aujourd'hui sur ce plateau est une sorte de pantin et qu'il y a quelqu'un derrière qui tire les ficelles? Non, mais C'est est-ce pas que très vous êtes son sympathique héritier? pour moi. Est-ce que vous êtes son C'est pas héritier? mais il n'y a pas d'héritier. Écoutez, à la France Insoumise, il y a différentes structures et c'est ces structures-là qui décident. Jean-Luc Mélenchon est membre de la coordination des espaces du mouvement, donc il participe de ces décisions. Mais bien évidemment, il ne décide pas tout seul. Et pour Il le est reste, un militant parmi d'autres. c'est pas non plus ce que je suis en train de vous dire, puisque je vous dis qu'il est membre d'une coordination dans laquelle il participe aux décisions. Et je vois pas pourquoi ici, si vous voulez, je ferais comme si Jean-Luc Mélenchon n'était pas une figure, une référence, quelqu'un qui a permis à notre famille politique de passer de 0 député et 11% à la présidentielle en Donc il n'est ni le 2012 à patron. 75 députés et 22% des voix à l'élection Il présidentielle n'est en ni le 2022. patron, ni un militant comme les autres. Est-ce Ben. que vous souhaitez qu'il dise clairement qu'il ne sera pas candidat en Mais non, 2027? Vous croyez vraiment que le sujet de 2027 est le sujet qui préoccupe En ce mon moment, une esprit partie de vos amis chez les Insoumis, oui. Oui, mais est-ce que vous Oui. pensez que c'est le sujet qui préoccupe le grand nombre aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, sincèrement? Vous pensez que en janvier 2023, ils sont en train de se poser la question de 2027? Soyons un peu sérieux. Sauf que vous êtes coordinateur du mouvement et donc Ouais. votre rôle aussi, c'est de coordonner les ambitions de chacun. Et vous voyez bien C'est vrai. que du côté de François Ruffin, de Clémentine Autain, c'est un peu compliqué, quoi. Mais le problème, c'est pas d'avoir des ambitions. Ces ambitions-là, elles sont tout à fait légitimes. Et les personnes que vous avez citées, en plus, c'est une bonne nouvelle, elles en ont le talent. Donc, c'est pas un problème. La question est de savoir si c'est maintenant qu'on doit décider qui va être notre candidat à l'élection présidentielle 2027. C'était ça votre question? Bien sûr Non, que ma question c'était Jean-Luc Mélenchon doit-il dire clairement qu'il n'en sera pas en 2027, ce qu'il n'arrive pas à dire jusqu'à Mais c'est présent? pas qu'il arrive pas à dire, c'est qu'il À a... chaque fois qu'il le dit, il rajoute une phrase derrière en disant Mais- sauf Mais s'il parce que se c'est la passe quelque vérité, chose. mais parce que qu'est-ce que vous savez de l'évolution des circonstances, de ce qui va se passer jusqu'à 2027? Vous pensez qu'on peut dire aujourd'hui je ne serai pas candidat ou bien Il y je a serai toute une candidat en génération, 2027? Manuel Bompard, dont vous faites partie aujourd'hui chez les Insoumis. Salia a rappelé Clémentine
Clémentine Autain, François Ruffin, Alexis Corbière, etc., etc. Pourquoi ne pas la faire monter, cette génération? Je pense que... Parce que si c'est 6 mois avant l'élection présidentielle, ça risque d'être un peu tard. Mais c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui l'empêche de la faire monter aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs, parce que depuis que Jean-Luc Mélenchon a été candidat à l'élection présidentielle à 3 reprises, il a permis justement de faire émerger cette nouvelle génération dont vous êtes en train de parler. Mais par exemple, dans le fait d'écarter François Ruffin des instances. Mais il n'a pas été écarté des instances, François Ruffin. Il n'est pas membre de la coordination du mouvement, mais il est membre du bureau du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Il est invité à siéger au sein de notre conseil politique. Et là, pour vous donner un exemple, il est chef de file avec Rachel Keke, Mathilde Panot, Adrien Clouet, qui sont 4 députés qui sont chefs de file de notre bataille sur les retraites à l'Assemblée nationale. Il y a plus écartement ou écartage que ça. Donc, écoutez, personne n'est écarté. Nous savons très bien que dans cette bataille, qui est une bataille essentielle, la bataille sur les retraites, une des conditions de la victoire, c'est notre unité. Donc, nous abordons cette bataille unie, même s'il y a eu des débats entre nous. 30 secondes pour la dernière question. Rapidement, il y en a un qui a été véritablement écarté, c'est Adrien Quatennens. Il a été exclu du parti de gauche, le parti fondé par Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça veut dire que vous aussi, vous allez l'exclure dans les prochains jours de la France Insoumise? Non. Je rappelle que le parti de gauche l'exclut par principe et selon son programme qui combat les violences faites aux femmes. Oui, écoutez, je vais être très clair. Nous avons pris plusieurs décisions. Une première décision, c'est que Adrien Quatennens ne soit plus coordinateur de notre mouvement. Une deuxième décision, c'est qu'Adrien Quatennens ne siège pas dans nos différents organes de direction dont j'ai parlé à l'instant. Et une troisième décision, c'est qu'au sein de notre groupe parlementaire, il soit exclu pendant 4 mois. Je considère qu'on a pris des décisions qui sont des décisions fortes. Je sais qu'elles peuvent faire débat. Il n'y aura pas d'autres décisions. Mais ça, c'est terminé. Je ne pense pas, mais je comprends que ça puisse faire débat. Je comprends que certains puissent considérer que c'est trop sévère, d'autres que c'est pas suffisamment sévère. C'est comme ça. On a pris une décision. Je pense que c'est des décisions fortes qu'aucune autre organisation politique n'a jamais prises. D'ailleurs, quand elle a été confrontée à ce type de situation, je voudrais quand même le souligner sur ce plateau. Donc je considère que de ce point de vue-là, on est assez exemplaire. Et donc maintenant, je pense qu'il faut être capable d'accepter cette décision et d'avancer. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, merci. Merci à vous. Et bonne journée à vous.